Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau tutoriel consacré à Blender. Je m'appelle Yves Pereira et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'éditeur de texte de Blender. Tout d'abord, on va commencer par optimiser notre espace, notre écran. Donc par exemple, pour enlever la barre d'outils, je vais appuyer sur T et ensuite je vais aller faire un clic droit là-dessus lorsqu'il y a les deux flèches et Join Area pour inclure la fenêtre de vue 3D dans la timeline. Voilà, maintenant, eh bien, on va commencer par supprimer le cube de départ, on ne va pas en avoir besoin. Donc je vais appuyer sur X et Delete. Ensuite, je vais le mettre en vue de dessus, en appuyant sur 7, sur le pavé numérique. Et ensuite, en appuyant sur 5, je vais le mettre en vue orthographique. Maintenant, je vais ajouter un objet de type texte. Vu qu'on va donc on va découvrir l'éditeur de texte dans Blender, je vais devoir ajouter un objet de type texte. Pour ça, je vais faire comme j'ajoute d'habitude. Alors je peux aller sur Add en haut ici, ou alors je peux faire Shift A, qui me fait apparaître normalement mon panneau d'ajout d'objets. Et donc les mèches, c'est ce qu'on utilisait jusqu'à présent, donc ce sont les maillages. Ensuite, il y a les courbes, que je ne pense pas vous avoir montré encore trop. Il y a les surfaces, les metables, et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les objets de type texte. Donc on clique là-dessus, et automatiquement, je zoome un peu, on a un objet de type texte, donc, qui écrit texte, qui montre bien qu'on est on a le bon objet sous les yeux, qui vient d'apparaître. Et donc si vous avez le bon œil et que vous avez bien remarqué tous les petits détails qui ont changé, on a donc ce nouveau objet qui vient d'apparaître, mais dans le panneau à côté sur la droite, bon, les paramètres de la caméra sont restés identiques, mais dans les petits panneaux qui étaient à côté en haut dans le menu, il y en a qui ont changé, notamment le petit F qui est ici maintenant et qui n'était pas avant. Ce F représente les propriétés des objets de type texte. Donc il n'apparaît que lorsque l'on a un type texte de sélectionner. Donc je vais cliquer sur ce panneau et on va détailler un peu tous les différents outils que Blender nous permet d'utiliser lorsqu'on a un type texte sous les yeux. Tout d'abord, dans Shape, on a la résolution. Preview, Render. Preview, ça nous montre la résolution, donc en fait, voilà, pour être un peu barbare, on va dire que c'est à quel point est-ce que le texte est joli dans votre prévisualisation, dans votre scène 3D. Donc ça montre la beauté des contours de votre texte. Puis en dessous, on a Render. C'est exactement la même chose, c'est la résolution, sauf que Render, ça s'applique au rendu final. Ça veut dire lorsque vous ferez une image de votre scène 3D en .jpeg, je sais pas quoi, PNG, vous aurez cette résolution de votre texte. Alors pour l'instant c'est à 0. Lorsqu'on met à 0 la résolution de render, automatiquement, en fait par défaut, ça prend la valeur de preview qui est au-dessus. Donc là le 0, il faut le prendre comme un 12. Et si on change le 12, eh bien il faut rendre render pour la valeur qui sera juste au-dessus. Mais rien ne vous empêche de mettre une résolution plus élevée encore pour cette valeur. Ensuite, à côté de résolution, on a Fill. C'est un panneau déroulant qui... Alors, excusez-moi, c'est toujours comme ça, dès que je fais des enregistrements vidéo, les panneaux déroulants ont des bugs. Je m'en suis aperçu, c'est pas mon Blender qui plante, c'est vraiment le fait d'enregistrer des vidéos. Donc voilà, là on a plein de paramètres qui apparaissent en clignotant, vu que je bouge ma souris. Donc on a le Both en haut, qui est celui par défaut, donc on a ici. Puis on a Front, Back et None. En fait, ces différents paramètres sont là pour définir lorsque notre texte sera extrudé, lorsqu'on rajoutera du volume à notre texte, parce que si on se décale, on voit que notre texte est plat pour l'instant. Dès qu'on rajoutera du volume à notre texte, ça permet de définir quelle partie est plein. Ça veut dire que pour l'instant, notre texte, il est rempli au milieu, il y a des faces qui ont été créées pour former le texte. Et lorsqu'on l'extrude, eh bien, il va y avoir deux côtés, il va y avoir le dessus et le dessous. Alors si on fait
ici, si on fait front ou back, ça va remplir que le dessus ou que le dessous, le reste ce sera creux, ce sera un texte vide, creux. Et si on fait both comme actuellement, si j'extrude mon texte, les deux côtés seront pleins, et les faces seront visibles sur chacun des côtés de mon texte. Je vous montrerai lorsqu'on fera une extrusion tout à l'heure. Et si je fais none, mon texte ne sera que n'aura que la forme extérieure, et puis ce sera quelque chose de creux, donc qu'on peut traverser de part en part sans qu'il y ait de surface pleine. Pour vous donner déjà un aperçu de ce que ça peut faire, un texte qui n'a pas de face à l'intérieur, on va cliquer sur Fast Editing. Donc quand on clique là-dessus, rien ne se produit actuellement, mais si on tabule en mode édition, donc avec la touche tabulation, on voit voilà que le texte n'a qu'un contour et que l'intérieur est vide. En fait, ce bouton Fast Editing qui est ici permet d'optimiser en fait d'optimiser la modélisation de votre texte. Il faut savoir que chaque objet texte, on vient d'en ajouter un qui s'appelle donc texte, qui comporte les lettres texte, et c'est un seul et même objet. Si je passe en mode objet encore une fois, je peux refaire Shift A et rajouter un autre type texte. Bon, ils sont superposés, donc si je fais G et que je déplace mon autre type texte, voilà, j'ai deux objets différents de type texte. Donc pourquoi ce bouton Fast Editing? Parce que chaque objet peut contenir jusqu'à, je sais plus si c'est 50 000 ou non, c'est 500 000, jusqu'à 500 000 caractères, sachant bien entendu que plus un objet a de caractères, lorsqu'on passe en mode édition, si je fais espace, là voilà, je vais rajouter encore du texte, plus mon objet texte a de caractères, plus sa réaction avec l'utilisateur, ça veut dire le retour utilisateur, sera lente. Donc si vous mettez plein de caractères, que vous atteignez les 500 000, ce qui fait beaucoup pour un seul objet texte, plus la réponse, lorsque vous lancerez une commande à votre ordinateur, plus la réponse derrière sera lente. Donc faire attention, je privilégie moi plutôt le fait de faire plusieurs types textes, de peu de caractères, plutôt qu'un seul gros texte de plein de caractères. Bon après, à chacun de voir, moi j'utilise pas forcément souvent les textes, donc j'ai pas vraiment eu de problème pour l'instant avec cela. Je vais retaper texte, hop, voilà, ça, je repasse en mode objet. D'ailleurs, je vais supprimer le deuxième texte que j'ai en dessous. Tous mes tests ne se feront qu'avec un texte. Et donc je resélectionne ce texte, et voilà, ça c'était le bouton Fast Editing. Parce que vous comprendrez que plus il y a de lettres, donc plus il y a de caractères dans votre texte, plus l'interactivité avec votre ordinateur sera lente. Mais si l'ordinateur n'a pas à remplir chacun des caractères avec des faces, s'il a juste les contours à montrer à l'utilisateur, eh bien il a moins à travailler, donc on travaille plus rapidement, et ça peut optimiser un peu l'édition. Et donc si vous avez vraiment besoin de faire beaucoup de caractères dans votre texte, eh bien ça peut vous aider à ce que l'ordinateur aille un peu plus vite. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce bouton-là. Ensuite, on va passer en dessous à Geometry. Je saute le Texture Space parce que je sais pas trop comment expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, Geometry. Là-dedans, vous avez le Offset. Donc, quand vous faites varier les valeurs, vous voyez très bien ce que ça fait. Ça permet de varier l'épaisseur du texte donné. Donc, par défaut, il est à 0. Puis, vous avez le Extrude. Et c'est là que on repart sur ce dont je vous ai parlé au-dessus, le Fill. Donc voilà, vous pouvez faire varier cette valeur. Pour l'instant, vous voyez que rien n'a trop changé, rien ne varie vraiment. Par contre, si je me déplace dans la vue 3D, donc avec la touche molette, on s'aperçoit que le texte n'est plus plat. Il a été extrudé. Et si je reprends donc ce que je mettais au-dessus, vous avez dit que dans le menu déroulant, on était sur Both pour l'instant, c'est-à-dire que le dessus et le dessous de votre texte étaient remplis, on voyait des faces. Si par contre je fais l'inverse complet, c'est-à-dire si je fais None en bas, on voit que le texte est bien extrudé, mais ni le dessus du texte, ni le dessous n'ont les faces de rempli. C'est-à-dire que le texte est creux. Voilà, et ensuite vous pouvez varier avec Front, donc ça c'est le dessus qui est rempli et le dessous est creux, ou alors Back, qui fait l'inverse, c'est-à-dire que le dessous cette fois-ci est rempli et le dessus est creux. Voilà, c'était pour revenir sur ces petits boutons là-haut. Donc ça c'était Offset, vous avez Extrude en dessous. Puis en dessous, à côté, vous avez Bevel. Donc Bevel, vous avez le Depth.
si vous faites varier la valeur du def, vous verrez qu'on a une sorte de rainure qui se fait. Alors, non, pas vraiment rainure, c'est une... j'ai oublié le terme. Oui, désolé, j'ai oublié le terme, je sais plus comment on appelle ça. Mais voilà, c'est cette coupe sur les bords, c'est une sorte de, enfin, c'est plus tranchant, mais voilà, ça fait une coupe assez franche. Et donc justement, si vous voulez lisser un peu cet arrondi, vous avez la résolution en bas qui vous permet donc de lisser progressivement, faire quelque chose de plus arrondi sur les bords. Donc voilà, en jouant avec tous ces paramètres, vous pouvez avoir quelque chose d'assez sympathique. Je vais remettre ça à 0. Si je mets l'extrusion à 0 aussi, on voit que ça nous fait quand même un texte assez sympathique. Juste le def qu'on a ici, ça crée un texte assez joli, un style de texte qui est sympa. Même si on va le voir après, on fera varier les polices de caractères de cet éditeur de texte. Donc je vais remettre le bevel à 0, le def pardon à 0, et je vais vous parler un peu du tapper object et du bevel object qui sont ici. En fait, je vais pas trop vous en parler parce que je vois à peu près ce que ça doit faire, mais c'est très moche. Ça prend en paramètre d'autres objets de type courbe normalement. Donc on va faire un Shift A. Alors non, ici on va faire Shift A et on va rajouter une courbe de type Bézier par exemple. Si je sélectionne mon texte maintenant et que dans le tapper object je sélectionne le Bézier curve, on voit que rien ne s'est passé. D'ailleurs ça m'inquiète un peu. Ah oui, je vais extruder un peu donc mon objet. Hop là. Et là on voit voilà ce qui s'est passé. Ma courbe va définir la déformation de l'extrusion de mon texte. Donc si je sélectionne ma courbe cette fois-ci, je suis plus sur mon texte, je tabule en mode édition. Si je déplace un peu ma courbe, alors non pas comme ça, je vais faire tourner par exemple ici. Alors je vais faire RZ, comme ça je vais tourner sur l'axe des Z, mais on pourra quand même voir les déformations sur le bord. Voilà, on voit que en faisant varier ma courbe, eh bien je fais varier la déformation de mon texte. Mais alors j'ai joué un peu avec cet outil, moi de mon côté, j'ai pas vraiment trouvé de relation typique entre la courbe et la déformation du texte. Personnellement, là, comme ça, je ne saurais pas vous dire que le fait que ce soit arrondi ici, ça fait en sorte que là, ça devienne plus fin. J'arrive vraiment pas à définir un lien de cause à effet entre la déformation de la courbe et celle du texte. Mais bon, vous pouvez jouer avec et faire des trucs aléatoires, comme ça peut être très sympathique. Moi, je trouve ça sympa. Bon, pas pour tout, hein, mais suivant les projets que vous voulez faire. Donc je retabule en mode édition, je sélectionne en mode objet, pardon, je sélectionne mon texte, et je vais donc annuler ça, et cliquer sur Bevel, et là, resélectionner ma deuxième courbe, et c'est là que il y a des trucs très moches qui apparaissent. Si je ne me trompe pas trop, je dirais que la courbe que j'ai créée définit le contour en fait de chacun des caractères. Et c'est pour ça que ça fait quelque chose de très moche. Mais je n'en suis pas sûr, parce que j'ai pas réussi à avoir quelque chose de correct et quelque chose de joli à présenter. Donc même si je réussis, alors je vais me mettre en vue fil de fer, voilà, si je réussis à resélectionner ma courbe, et que en mode édition, je la tourne un peu, ça fait varier le micmac là qu'on a au centre, mais ça donne pas grand chose de joli. Donc je peux pas trop vous expliquer ce point-là, c'est pour ça, si quelqu'un connaît mieux les textes que moi, qui me laisse un commentaire, qui m'explique un peu comment ça fonctionne, parce que là j'étais un peu paumé dans tout ça, j'ai pas bien compris comment ça se découpillait tout ça. Donc voilà, je vais supprimer ma courbe, je resélectionne mon texte, d'ailleurs je vais remettre l'extrusion à 0, voilà, et on va passer à quelque chose de plus intéressant, hein. Tout de suite on va passer aux polices de caractères, donc les fontes qu'on a ici. Alors je me mettre un peu, d'ailleurs je vais utiliser les petites fléchettes là pour refermer ce dont on a déjà parlé. Voilà, donc on est sur les fontes maintenant. Alors Blender a sa police de caractère, son font, par défaut. Donc c'est le bfont, Blender font. Et Blender utilise 4 polices de caractère différentes. On a le regular, le bold, italic, bold and italic. Regular, ça ressemble au français, ça veut dire régulier.
c'est celui que Blender va utiliser par défaut quand vous êtes en mode édition, voilà, et que vous tapez. Blender va automatiquement utiliser son Blender Font qu'il a par défaut. Ensuite, Blender a Bold et Italic. Bold, ça veut dire gras. Donc, quand on met quelque chose dans un texte en gras, et bien on met en anglais ça se dit bold. Et Italic, c'est pareil qu'en français, italique. Et enfin, bold et italique, ben ça veut dire ce que ça veut dire, c'est le mélange des deux. Mais alors, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que Blender ne gère pas le gras et l'italique comme on pourrait s'y attendre, vraiment. En fait, pour Blender, gras ne veut pas dire que le texte sera plus épais, et enfin gras comme on l'entend régulièrement, et italique ne veut pas forcément dire que le texte sera incliné, comme on l'entend régulièrement aussi. Pour lui, Blender va utiliser les polices de caractère qu'on aura chargées à l'intérieur de ces deux champs pour les prendre en tant que gras ou en tant que italique. Ce qui va vous permettre d'utiliser pendant votre écrit, pendant que vous tapez, plusieurs styles, plusieurs polices de caractère à la fois. Alors je sais pas si je suis très clair. Pour l'instant, vous pouvez tenter de mettre votre texte en gras ou en italique, ou même les deux en même temps, et ça ne changera strictement rien. Parce que dans ces champs gras et italique, et même gras et italique en même temps, Blender utilise le Bfont, donc le Blender Font, pareil que pour le Regular. Et donc pour vous expliquer tout ça, je vais commencer par vous montrer comment on change la police de caractère. Alors, vous cliquez là-dessus, encore un panneau déroulant, donc forcément ça plante. Par défaut, là moi je n'ai que le Bfont normalement, hein, je vous dis bien. Et si j'ai déjà utilisé, pendant que je travaillais, hein, juste avant, si j'ai déjà utilisé d'autres polices de caractère que j'ai chargées là-dedans, que je veux les retrouver vite fait, je peux cliquer là-dessus, sur le menu déroulant qui est ici, et Blender chargera automatiquement toutes les polices de caractère que j'aurai utilisées, et on n'aura plus qu'à les choisir là-dedans, dans ce menu déroulant, pour les réutiliser, sans avoir à aller chercher dans son ordinateur les polices de caractère qu'on veut utiliser. Mais pour la première fois, c'est bien ce qu'il faut faire. Ça veut dire qu'il faut que vous alliez farfouiller dans votre ordinateur la police de caractère que vous voulez utiliser. Et pour ça, il faut aller sur ce petit dossier là qui est ici, donc on clique dessus. Et on se retrouve dans le menu de fouille dans le PC, donc comme quand vous sauvegardez, comme quand vous ouvrez un dossier, enfin un fichier Blender, quoi que ce soit, c'est par ce menu que Blender va farfouiller dans votre PC. Pour l'instant, moi je suis dans mon disque C, et on voit, ça c'est tout le système, voilà, qui est ici, et vous pouvez accéder à plein de dossiers de votre ordinateur facilement, et ici c'est le dossier actuel dans lequel vous vous trouvez, donc ce qui est rappelé en haut ici, donc c'est // sur le menu qui est en bas là, enfin sur cette barre, vous pouvez taper le nom du fichier que vous recherchez, si vous l'avez en tête, ou le nom du dossier. Et sinon, vous avez le nom de tous les dossiers qu'il y a dans mon disque dur C pour l'instant, qui est ici. Et moi, je sais que je vais aller sur mon bureau, donc je clique sur Desktop qui est ici, et je sais que, outre mon dossier personnel, ben j'ai un dossier font, où j'ai téléchargé 2-3 fontes sur internet. Donc j'ai celui de Minecraft, Starcraft et Xirod.ttf. Donc je vais prendre celui-là, là, le Xirod. Donc on sélectionne le nom du fichier. Vous voyez que donc justement dans la première barre en haut, on se repère sur l'ordinateur. Je sais que je suis dans le C:/user/moi et voilà sur mon bureau et dans le dossier font. Et en dessous, j'ai sélectionné le fichier xirod.ttf. Donc ce qui est marqué ici. Si par exemple j'avais déjà le nom en tête, donc c'est pas sélectionné, ou je veux sélectionner Minecraft par exemple, Minecraft. Alors je suis pas très doué à l'écriture, mais craft, voilà. Ah, crafter, pardon. _20.ttf. Hop, je sélectionne, et non, ça me l'a pas sélectionné. Je me suis peut-être trompé dans l'orthographe. Bon, j'ai pas vraiment envie de me batailler avec tout ça maintenant. J'ai sélectionné mon xirod.ttf et je vais juste ouvrir donc le fichier en faisant Open Font. Je me suis trompé en fait, je pense. Si, j'ai bien fait Open Font. Donc Desktop, Font, Xirod, Open Font. Et de suite on a, donc comme j'ai fait dans le Regular, dans le normal ici,
on a notre police de caractère donc qui a changé et qui s'est mis en Xerod-regular. Et si donc je suis toujours en mode édition, hein, vous le voyez en bas. Donc si je tape maintenant, je vais dézoomer, j'ai mes caractères qui s'écrivent sous cette police de caractère. Et cependant maintenant, si je veux utiliser du gras par exemple, mettre mon texte en gras, donc le bold qui est ici, pour ça il va falloir que je clique sur le bouton bold en bas, donc je clique là-dessus. Maintenant tout le texte que j'écrirai sera en bold, et si j'écris, vous voyez que je suis revenu sur la police de caractère de Blender par défaut, donc le bfont. Parce que Blender considère que un texte gras, c'est un texte en bfont. C'est défini ici. Pareil, si je désélectionne ça, que je mets en italique, eh bien je reste sur du bfont. Maintenant, si je désélectionne tout ça, voilà, je reviens sur ma police de caractère normale, qui est le Xrod, là, le Xerod, que j'ai chargé tout à l'heure. Donc voilà, backspace pour annuler. Ah oui, donc voilà, je vais vous faire un petit briefing là-dessus. Si j'écris des mots, donc texte, je sais pas moi, hello world par exemple. Donc j'ai écrit 3 mots. Donc l'éditeur de texte de Blender va vous permettre d'utiliser donc les flèches du clavier, les flèches directionnelles du clavier pour vous déplacer entre les caractères, comme dans n'importe quel éditeur de texte. Vous allez aussi pouvoir faire Shift et flèche directionnelle pour sélectionner, enfin surligner les mots ou les caractères pour les sélectionner. Si vous faites CTRL flèche, vous allez pouvoir vous déplacer de mot en mot. Voilà, après si vous faites le début, donc le bouton début c'est la flèche... Alors j'ai un clavier de PC portable, donc du coup je ne peux pas trop vous dire où est-ce que ça se situe. Je pense que ça se situe au-dessus des flèches directionnelles sur un pavé normal, au-dessus de supprimer, ou en dessous, quelque chose comme ça. Donc vous avez une flèche comme ça qui part vers le haut gauche du bouton, et qui permet de revenir au tout début de la ligne sur laquelle vous écrivez. Et sinon, si vous cliquez sur le bouton fin, il y a marqué fin hein, sur le bouton, donc c'est ce bouton fin, vous allez à la fin de la ligne sur laquelle vous vous situez. Même si, donc CTRL flèche, vous vous situez au milieu d'une ligne, vous appuyez sur fin, vous allez à la fin de la ligne. Ou début, vous allez au début de la ligne. Voilà, ils vont donc faire des combinaisons. Donc je vous ai dit que CTRL c'était pour passer de mot en mot. Si je fais SHIFT puis CTRL, eh ben je vais sélectionner mot par mot. Et ainsi de suite. Donc si je fais par exemple Shift début, je sélectionne toute la ligne. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors il y a par contre un raccourci qui ne marche pas comme dans les éditeurs de texte normaux, c'est le tabulation, vu que la touche tabulation permet de passer entre le mode édition et le mode objet. Donc pour faire une tabulation, vous devrez appuyer frénétiquement sur la barre espace pour avoir quelques espaces, je sais pas, si vous avez quelque chose par défaut dans votre tête, je sais pas, des fois il y en a qui se disent bon 3 espaces ou 5 espaces ça me fait une tabulation, voilà, vous vous en tenez à ça et puis vous aurez votre tabulation. Mais Blender ne gère pas la touche tabulation comme dans les éditeurs de texte. C'est quelque chose à savoir. Voilà, donc maintenant que je vous ai parlé de ça, alors on va faire un test, hein, oui quand même, on va charger dans le gras, on va charger une deuxième police de caractère, donc desktop, font, et je vais charger StarCraft par exemple, hop, open font, et dans le italique, qui est ici, je vais charger le Minecraft, open font. Maintenant j'ai donc 4 polices différentes de caractères, regular, donc le truc normal c'est le Xerod là, ensuite en gras j'ai StarCraft, et en italique j'ai Minecrafter. Puis en bold et italique, donc les deux précédemment, Blender dit que c'est le bfont, sa police de caractère. Donc, si je reprends, par exemple, si je fais CTRL flèche de gauche, je reviens de 2 mots en arrière. Le premier, je le laisse en normal, texte. Puis le deuxième, je vais faire Shift, CTRL, flèche de droite pour sélectionner le mot en entier. Et lui, je vais le mettre en gras. Et ça ne marche pas. Je sais pas pourquoi. Apparemment, il faut l'écrire entièrement faut l'écrire après avoir cliqué sur gras. Donc, je clique sur bold, donc gras. Puis je vais retaper hello. Et Blender, alors je sais pas si vous voyez la différence de caractère, mais donc Blender a bien utilisé le style, donc la police de caractère StarCraft pour écrire hello.
Et mince, j'ai utilisé mon... Alors pareil, la souris, voilà, si vous faites un clic gauche, vous déplacez votre curseur de souris, et donc vous ne pouvez pas déplacer le curseur pour écrire avec la souris. Un autre inconvénient, même le clic droit, ça permet pas de faire ça. Donc il faut se déplacer avec les flèches. Et donc supre, je vais écrire world, après avoir cliqué sur italique, et donc si je fais donc world, c'est ça, world, Blender utilise, pourquoi est-ce qu'il y a un espace entre le... Ah oui, non, c'est normal apparemment. Donc Blender utilise bien la police Minecraft pour écrire world. Je sais pas si Blender a bien utilisé la police Minecraft pour le W, italique, world. Donc voilà, on a la police Xerod Regular, la police Starcraft, Minecraft, et donc le dernier mot, je sais pas, moi j'ai marqué manga, tiens, c'est bien les mangas. Ah non, mais il fallait le faire en italique plus bold. Alors pour faire les deux là, italique et bold, il faut que je sélectionne donc les deux qui sont ici. Donc là, je vais écrire donc j'avais dit manga. Hop. Et là, Blender utilise la police de base de Blender, la police par défaut, le bfont. Donc voilà, ça c'était pour les différents types de police de caractère. À noter en dessous que vous voyez, alors ça je vais y revenir juste après, on va faire les trucs dans l'ordre, sinon je vais me perdre. Donc vous avez aussi ici la taille de votre texte, donc vous pouvez faire varier ça bien sûr en fonction de votre origine d'objet. Donc vous êtes toujours dans un seul et même objet que vous éditez actuellement. Donc le centre de cet objet c'est le point orange, et donc vous pouvez faire varier la taille en fonction de ce point. Le share qui est à côté, c'est pour ceux qui sont nostalgiques, enfin qui sont déçus parce que l'italique ne permet pas de faire pencher le texte, et c'est vrai que c'est pratique dans certains cas. Donc en faisant varier cette valeur, vous faites pencher votre texte de gauche à droite, à vous de voir quelle est votre préférence. Donc en plus cette fois-ci on a le choix de l'orientation, enfin de l'inclinaison des caractères, alors que normalement sur les éditeurs de texte, eh ben, italique c'est une inclinaison et on peut pas décider laquelle. Là, vous pouvez vraiment décider l'inclinaison que vous voulez donner à votre texte. Alors attention, bien sûr, ça s'applique à tout votre objet, donc faites attention à voir si vous voulez du texte incliné, un objet avec les textes inclinés et les autres sans le texte incliné. Parce que là, quand je fais varier cette valeur, j'ai, quelle que soit la police de caractère, j'ai chacun des mots qui s'est incliné. Donc je remets ça à 0 par défaut. Object Font, et je n'y passerai pas dessus. En fait, ça vous permet de créer votre propre police de caractère en modélisant vos lettres dans Blender. Et honnêtement, j'ai pas assez joué avec cet outil pour vous en parler. Je sais pas à quoi ça sert. Enfin, pour être franc, j'y ai pas du tout joué avec. J'ai même pas testé quoi que ce soit. Donc je passe là-dessus. À côté de ça, on a Text on Curve. Et ça, c'est quelque chose de très pratique. Donc on repasse en mode objet. Je vais rajouter une courbe, donc un objet de type courbe. Je vais appeler ça le Bézier. Donc là, je vais appuyer sur S juste pour l'agrandir un peu. Je vais passer en mode édition et tout est sélectionné. Voilà, je vais faire G pour déplacer ce que j'ai sélectionné et juste placer donc l'origine de ma courbe sur le point orange, là, l'origine de l'objet. Je repasse en mode édition, en mode objet, pardon. Je sélectionne mon texte actuel, et là, dans Text on Curve, bien sûr, le menu déroulant en plante, eh bien, je vais sélectionner mon Bézier là, Bézier, mince, entrée, ça ne marche pas, donc voilà, donc Bézier Curve, c'était le mot, pardon, et donc on s'aperçoit que, donc, je sélectionne ma courbe, je vais bien la passer pour pas que vous soyez, perturbé, mais vous vous apercevez que tout mon texte a été squeezé, enfin rétréci et casé sur ma courbe. Donc tout a été fait pour que mon texte rentre sur cette courbe. Et si, donc j'ai toujours ma courbe de sélectionner, je passe en mode édition. Si je modifie ma courbe, on voit que le texte se modifie en live avec ma courbe. Donc je peux agrandir un peu ma courbe histoire qu'on voit bien tout le texte. Voilà, j'utilise les raccourcis de base. D'ailleurs, vous voyez les raccourcis clavier en bas à gauche normalement. Donc bien R pour faire tourner, G quand je veux déplacer une des manettes de contrôle. Je sais pas si vous avez
introduit aux courbes, mais ça, donc ça, ce sont des courbes de Bézier, de type Bézier. Vous avez ces manettes qui permettent de les contrôler. Donc, en cliquant sur le point central d'une manette, on sélectionne toute la manette, ou alors on peut sélectionner un seul des deux manches, et donc bouger, toujours avec G, hein, bien sûr, les manches comme ça. Si j'agrandis ou que je réduis un manche, bon là je suis sur une extrémité, ça ne montre pas, mais si je suis là-dessus, ça permet de faire varier donc la courbe, donc celle-ci, hein, celle dont je vous parle ici, donc l'intensité de cette courbe, voilà. Et voilà, après c'est assez intuitif, hein, ça se modèle assez facilement, on voit facilement comment faire. Et bien sûr, si je sélectionne avec Shift, clic droit, les deux manches, ou si je fais A pour tout désélectionner et A pour tout resélectionner, voilà, je peux faire W et subdivision pour avoir une autre manette en plein milieu. Donc voilà, je peux encore jouer avec ma courbe de plus belle. Si j'ai une extrémité de sélectionner, je peux aussi faire E et faire une extrusion. Et donc du coup, ma courbe s'agrandit encore. Et voilà, donc je m'amuse comme je veux avec mes courbes de Bézier. Je ferai sûrement une vidéo pour vous expliquer plus en détail l'histoire des courbes. Mais voilà, ça c'était quelque chose de base pour que vous soyez pas trop perdu avec les manips que je fais actuellement. Là, je vais faire X, je vais supprimer ce que j'ai fait de plus. Mais voilà, donc vous avez une courbe qui est sympa qui a été créée. Mais je vais revenir à mon texte. Donc je vous ai montré, donc je vous ai pas montré, pardon, l'object font. Le text anchor, je viens de vous faire la présentation. Et en dessous, donc je vous ai montré les caractères ici bold, italic, pour pouvoir utiliser ce qui était ici. Je suis pas sûr, mais je pense que si vous faites les CTRL U pour underline, CTRL B pour bold, CTRL I pour italic, ça doit marcher aussi. Les raccourcis clavier qu'on utilise en général sur les éditeurs de texte doivent fonctionner cela au moins. Et alors à côté de ça, vous avez aussi, en plus de bold et italic qui sont là, vous avez underline. Alors je fais la traduction, en français ça veut dire souligner. Et small caps. Underline, si je repasse en mode édition, donc j'ai sélectionné mon texte là, je tabule en mode édition. Alors du coup oui, si je reste avec ma courbe, je vais l'agrandir un peu, donc E, pour faire l'extrusion, voilà. Histoire d'avoir plus de marge et écrire sur quelque chose de plus grand encore. Et donc je retabule en mode objet, je resélectionne mon texte, je tabule en mode édition. Et là donc j'ai dit que je désélectionnais ces deux et que je sélectionnais underline pour souligner. Et donc si j'écris, je n'ai pas de texte souligné, ça m'embête parce que normalement ça doit souligner le texte. Je vais remplacer en mode objet, supprimer ma courbe. Ah, et c'est un très bon point que je viens de souligner là, que je n'avais pas découvert en jouant moi-même de mon côté. Apparemment, le texte ne peut pas être souligné lorsqu'on utilise un texte sur courbe. Ce qui est bizarre, et ce qui est pas forcément génial, mais bon, maintenant on est prévenu. Donc, comme vous le voyez, le texte que je viens d'écrire, qui ne veut certainement rien dire par ailleurs, a été souligné parce que j'avais cliqué sur underline. Et les boutons les variables qui sont à côté permettent de faire bouger la position de la ligne. Donc si vous augmentez, si vous diminuez par exemple la position du soulignement, vous pouvez avoir une barre de soulignement qui soit plus ou moins basse en fonction de vos préférences. Ou si vous voulez rayer votre texte, vous pouvez augmenter la valeur de cette variable et voilà, ça raye le texte. Voilà, mais là par exemple, la police de caractère est assez épaisse et la ligne est plutôt mince par rapport au texte. Donc en dessous, vous avez une variable, ils ont pensé à tout, qui vous permet de faire varier l'épaisseur du trait. Et donc vous pouvez encore une fois faire varier l'épaisseur du trait et barrer votre texte avec un trait plus gros ou souligner le texte avec un trait plus gros. Voilà. Donc je remets ça sur 0, pardon. Et ici aussi je remets ça sur, je sais plus, c'est des 0.05. Oui, ça me semble correct. Et en dessous, vous avez, donc je vais décocher le underline, vous avez le small caps. Une variable pour small caps et un checkbox pour small caps. Et quand j'écris avec small caps, j'ai la même police de caractères avec des caractères plus petits. Je sais pas exactement à quoi ça sert. Peut-être que vous voulez normalement écrire avec ces small caps, donc les caractères plus petits.
et que dès que vous voulez faire une majuscule, et ben vous décochez ça et vous écrivez avec des caractères plus gros. Ça doit être ça, je pense. Parce que quand je fais, je sais pas, Shift A, ah si, j'ai quand même une majuscule, et si je fais A, ah ben ça change juste le sens de mon A. Donc oui, peut-être que c'est juste, ça permet juste de faire des majuscules par défaut, et ensuite avec le bouton Small Caps, vous pouvez écrire du petit texte, enfin du texte normal. Voilà, voilà. Bon, eh bien on avance dans la découverte de l'éditeur de texte de Blender, mais ce n'est pas fini. Alors je vais rester avec... Alors quand vous en avez fini avec vos polices de caractère, vous pouvez cliquer sur les croix à côté, et ça annule la police de caractère. Sachant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que maintenant que j'ai chargé les polices de caractère parce que j'en ai besoin, si je clique sur ce menu déroulant là, encore une fois j'ai des bugs, mais ça m'affiche les 3 polices de caractère en plus du bfont que j'ai utilisé. Et donc je peux les recharger facilement. Le Minecraft par exemple. Donc voilà, voilà. Donc là j'ai remarqué texte, là, truc de base. Et on passe, donc on a fini avec font qui était ici. On va passer sur paragraphe. On a encore paragraphe à voir et textbox. Custom properties, je ne le ferai pas. Donc paragraphe. Ici vous avez tout ce qui permet donc d'aligner le texte. Donc c'est le align qui est ici. Left, donc pour la gauche, center pour le centre, right pour la droite. Si vous vous mélangez un peu en anglais avec les droites, gauche, left, right, tout ça, ben là ils ont pensé à tout, c'est-à-dire que le centre est au centre des 3 boutons, la gauche est sur la gauche des 3 boutons, et la droite est sur la droite des 3 boutons. Ensuite vous avez justify, qui ressemble beaucoup au justifier du français, et le flush, qui, bah je sais pas trop à quoi il sert le flush. Je pense que le flush, si je me souviens bien hein, des recherches que j'ai faites, le flush, ça justifie votre texte, mais sur le moment. C'est-à-dire que vous n'avez même pas fini votre ligne, d'écrire votre ligne, vous êtes en train d'écrire votre texte, mais vous l'écrivez en prenant toute la ligne quand même. Ça veut dire que vous êtes sur toute une ligne, et votre texte est justifié à tout moment. Et dès que vous passez, faites entrer, il reste justifié comme il était juste avant. Donc normalement quand on fait justifier un texte et qu'on écrit en justifié, le texte écrit normalement, et dès qu'on fait à la ligne, eh bien automatiquement le texte va se justifier, enfin va prendre toute la longueur de la ligne, de la page, pour se justifier, voilà. Alors que là, flush ne va pas attendre que vous fassiez entrer, il va justifier le texte automatiquement pendant que vous écrivez. Il me semble que c'est ça. À vérifier. Donc ça ce sont donc left, center, right, justify et flush, pour l'instant ne servent strictement à rien. Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai écrit, j'avais un écrit illimité. C'est-à-dire que là je peux taper des caractères de manière illimitée, bon, jusqu'à ce que j'atteigne les 500 000 caractères autorisés pour un seul objet. Mais à part cette limite, eh bien, je vais écrire continuellement sur la même ligne. Et pardon, là je viens d'appuyer sur toutes les touches de mon clavier, donc ça m'a ouvert plein de choses. Donc je reviens sur Blender et voilà, là je peux écrire continuellement sur la même ligne. Donc j'en suis ici à peu près, sans que cela ne s'arrête. Et donc forcément, ces boutons là qui sont ici ne servent à rien. Mais on y reviendra juste après quand on va voir les text boxes. Je sais, c'est pas forcément dans l'ordre, je vous sais ça dans l'ordre dont ça apparaît ici. C'est pas forcément judicieux, mais moi ça me permet de m'y retrouver dans le tutoriel. En dessous donc de ce align, vous avez les spacing, donc c'est l'espacement. Ça se ressemble un peu d'ailleurs, français et anglais. Vous avez le character, donc c'est pour les caractères. Pour l'instant vous avez un espacement de 1. Donc entre chaque caractère, chaque caractère de votre objet texte, vous avez 1 d'espacement. Si j'augmente cette valeur, on voit que les caractères sont beaucoup plus espacés entre eux. Voilà, il n'y a rien de bien sorcier, je pense, on comprend tous ce que ça fait. Ensuite, vous avez word, c'est la même chose, ça fait un espacement de 1 entre chaque mot. Donc là, on voit que ça... Alors, je vais d'abord marquer, donc je vais faire 1, on va mettre par défaut. J'écris plusieurs mots, donc je vais repasser sur le hello, pardon. Pourquoi ça n'écrit rien? Pourquoi est-ce que je ne suis pas en train d'écrire quoi que ce soit? Voilà, là j'écris. Donc, hello world.
Et si donc je vais varier ce word, donc spacing word, de plus de 1, on voit que l'espacement ne varie plus entre les caractères, mais entre les différents mots. Waouh! C'est une grande évolution. Mais c'est vrai que certaines personnes, des fois, trouvent que l'espacement entre chaque mot est trop faible et qu'on ne voit pas la distinction, enfin, c'est pas assez aéré. Le texte n'est pas assez aéré. Donc, c'est à vos aises, hein, à vous de modifier ça. Bien sûr, je l'ai pas encore fait, mais si j'appuie sur la touche entrée, je passe à la ligne. Donc oui, je peux écrire, si j'écris continuellement sur la même ligne, Blender n'a aucune limite, donc ne va jamais me remettre à la ligne. Mais si moi, je décide par mon propre chef d'appuyer sur entrée, il n'y a aucun problème, je vais écrire à la ligne sans souci. Et ça me permet d'introduire la troisième variable qui est en dessous, qui est line, donc pour ligne, et qui permet donc de faire varier la distance entre chacune des lignes. Donc voilà, là je suis à environ 2. Et si je refais entrer à la ligne, donc je reviens ici et que je refais entrer, voilà, et bien j'écris avec toujours un espacement de 2,08. Voilà, je vais remettre ça à 1 aussi. Enfin, donc sur le offset qui est à côté, vous avez le X et le Y qui permettent juste de positionner votre texte par rapport à votre origine, là, le point orange de votre objet. Donc voilà, je peux faire varier le X en négatif ou en positif, et on voit que le point orange ne bouge pas, parce que je suis en train d'éditer le texte. Et le Y c'est pareil, je peux positionner par exemple mon point orange à peu près au milieu de mon texte. Voilà. Ça c'était pour tout ce qui était paragraphe. Maintenant, donc je vais pas refermer paragraphe parce qu'on va se servir de right, center, left, tout ça, avec les text box. Par contre, je vais effacer tout ça, garder seulement la ligne du Hello World. Je vais remettre ça à 0, hop, ici aussi, pour recentrer mon texte comme par défaut. Et donc je vais vous introduire les text boxes qui sont ici. Par défaut, on n'en a qu'une seule. Ce sont des boîtes qui vont vous permettre de contenir votre texte. Vous pouvez en avoir un certain nombre, je pense que c'est autant que vous en ajoutez. Un certain nombre de boîtes qui vous permettent de canaliser votre écrit à vos textes, et donc mieux les placer, les positionner dans votre scène tel que vous le souhaitez. Alors pour l'instant, on n'en a qu'une seule qui a été créée par défaut et qui est infinie. On ne la voit pas déjà, donc on est en mode édition, hein, pour pouvoir voir les boîtes de texte, il faut être en mode édition, et on ne la voit pas tout simplement parce que dans les dimensions, width, qui signifie la largeur, est à 0. Et une largeur à 0, normalement, ça fait rien. Quand la largeur et la hauteur sont à 0, il y a rien. C'est juste un point, et même pas, c'est un point infinitésimal, et on voit rien. Donc, le texte, la boîte existe, mais elle existe sans exister. Je sais pas comment vous dire. Il y a une boîte, mais elle est pas là. On la voit pas. Pour pouvoir la voir, il faut que la largeur soit au moins supérieure à 0. Donc si j'augmente la largeur, on voit que ici on a un trait orange qui commence à apparaître. Et donc c'est la largeur de notre boîte. On va mettre ça à 5. Et 5, voilà, ça englobe bien tout notre texte. Puis vous avez la hauteur. Donc la hauteur, bon, par défaut elle est à 0, même si vous avez du texte, forcément le texte a une hauteur, et donc la boîte est pas forcément la hauteur est pas forcément à 0, mais bon, par souci d'éthique, on met ça à 0 parce que la boîte, elle est pas visible, elle est infinie au début, donc voilà, on met ça à 0, et on cherche pas plus loin. Donc si j'augmente cette hauteur, je vais mettre ça à 5 aussi, voilà, là on a une boîte en pointillé, orange, qui s'est créée, et qui nous permet de contenir le texte. On voit bien que le Word, qui était normalement après le hello, il rentre pas. Donc si on prend la longueur de Word, là qui est ici, c'est trop grand pour rentrer après le hello dans la boîte que j'ai créée. Donc ça a automatiquement été remis à la ligne. Et si je fais Justify, donc je clique là-dessus, Blender va automatiquement jouer sur les espaces, comme dans n'importe quel traitement de texte, jouer sur les espaces pour que chaque ligne remplisse la totalité de la ligne. Donc les mots sur chaque ligne remplissent les totalités de ligne. Donc ça c'était pour le Justify, on était sur Left par défaut, et si on clique sur Right, voilà, on écrit tout sur la droite, et le Center, tout est au centre. Donc voilà, on reprend les différents points qui étaient ici, et le Flush donc, voilà, je suis toujours en train d'écrire le Word, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis toujours en train d'écrire Word,
mais Blender joue déjà sur les espaces pour que le Word, enfin pour que cette ligne prenne, bah, le mot sur cette ligne prenne toute la place possible. Et quand je continue d'écrire, voilà, bah ça s'adapte, ça s'ajuste. Donc voilà, je reste sur left parce que j'aime bien, c'est pratique. Je peux encore faire varier. Donc si j'augmente encore ça et que ça déplace, voilà, dès que je dépasse le 6 par exemple et que le Word peut rentrer dans la boîte, ben voilà, Blender le fait rentrer à l'intérieur. Ensuite j'ai fait un espace, si j'écris un prochain mot, je repasse à la ligne. Et pareil, hein, si je fais entrer, je repasse encore à la ligne. La puissance de cette text box ne se limite pas à ça. Parce que là, bien sûr, c'est très pratique parce que du coup, ça vous permet d'écrire juste en regardant votre clavier. Il y en a qui font ça, hein, ils peuvent. On n'est pas tous des génies de l'informatique et à pouvoir juste regarder l'écran et voir ce qu'on écrit et taper dans le vide avec les doigts sans regarder ce qu'on écrit. Il y en a, ils sont forcés de taper lettre par lettre et de regarder chacun des touches du clavier pour savoir où est le T, où est le G, où est le et ainsi de suite. Donc là, ça nous permet d'écrire en regardant ce qu'on écrit au clavier et sans nous soucier d'avoir une ligne trop longue et qu'on sera obligé d'aller chercher à quels endroits on devra faire entrer pour remettre le texte à la ligne. Donc c'est plutôt pratique, moi je trouve, parce que je fais partie de ceux qui ont... Enfin, je suis entre les deux, moi j'ai besoin des fois de regarder mon clavier, hein, je suis désolé, hein, c'est comme ça, pour pouvoir écrire mon texte à l'ordi. Donc voilà, moi je trouve ces boîtes assez pratiques. Mais il y a mieux. C'est-à-dire que ces boîtes, je vais remettre la distance, enfin la dimension à 5 ici, et je vais créer, avec Add Text Box, je vais en créer une nouvelle. Donc voilà, j'ai une nouvelle boîte qui a automatiquement copié les paramètres qui étaient au-dessus et qui s'est placée au même endroit, qui a superposé l'ancienne. Et oui, parce que en fait, je vous ai parlé de dimensions qui sont ici, mais on a offset, donc décalage en français, qui est juste à côté et qui permet en X et en Y de positionner notre boîte. Donc si je déplaçais le X et Y, là pour l'instant ils sont à 0 et 0, c'est-à-dire qu'ils sont par rapport à l'origine de mon objet texte, eh bien ils sont à l'origine du repère. Donc la deuxième boîte est aussi à 0, 0, donc elle est située au même endroit que la première, et si je la déplace, on voit que donc notre deuxième boîte se décale, et on peut la mettre à côté par exemple. Je vais dézoomer un peu, et voilà, je vais la déplacer, disons en bas ici, complètement à un autre endroit complètement différent, et vous allez voir la magie de Blender avec ces différentes boîtes. On va considérer ces text box comme des pages d'un traitement de texte. Je sais pas si quand vous ouvrez Word ou OpenOffice, LibreOffice, pardon, vous avez différentes pages et dès qu'une page est finie, en dessous, bah, vous avez une nouvelle page qui se crée et le texte qui saute automatiquement sur la page d'après. Et ça écrit pas entre les deux sur le vide et comme ça saute automatiquement d'une page à l'autre. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que je vais continuer d'écrire. Mince, j'ai oublié de faire des espaces, donc forcément ça fait moche. Voilà. Hop. Et voilà, dès que j'ai fini de remplir la première boîte, Blender saute automatiquement sur la deuxième. Il commence à la remplir. Et si j'ajoute une autre text box, et que je la déplace, hop, là je vais la mettre en haut. Il n'y aura pas vraiment de logique dans la continuité des écrits, mais bon, c'est pas grave. Ben, voilà, je vais pouvoir continuer d'écrire, hop, en rajoutant des espaces toujours. Et hop là, Blender saute sur la troisième boîte text box que j'ai créée. Et ainsi de suite. Donc je peux créer autant de boîtes que je veux, et Blender va sauter d'une boîte à l'autre. Sauf que dès que j'ai rempli toutes les boîtes, que je suis arrivé à la limite des boîtes que j'ai créées, bon ben voilà, j'étais trop sur mon clavier, j'ai oublié de regarder l'écran et j'ai pas vu que j'avais créé pas assez de boîtes. Et ben Blender va va déborder de la boîte et va écrire en dehors. Même si vous passez en mode objet, donc les boîtes disparaissent, du coup on voit plus les cadres parce que c'est censé représenter ce que vous avez au final. Et on voit le texte, même le texte qui a débordé des boîtes à la fin, on le voit quand même, il apparaît. Et c'est pas un problème en soi, hein, trop grave. C'est juste que, ben voilà, vous aviez plus besoin d'organiser votre texte et vous pouviez vous permettre de dépasser d'une boîte. Donc voilà, ça c'est vraiment la puissance de ces textbox. Je vois pas trop ce que je peux vous montrer de plus pour les textes. Ah si, on va passer après, je vais vous montrer un dernier petit truc qui peut vous être très utile et qui vous sera la plupart du temps très utile. Pour l'instant, je vais repasser en mode édition. Je vais faire CTRL Z, je vais supprimer tout. Ah non, alors là, je vais avoir du temps avant de supprimer tout ça, donc je vais faire juste
X et je vais supprimer en mode objet mon texte, mon objet texte, et donc je supprime tout d'un coup. Je vais faire Shift C pour remettre mon curseur au centre de l'origine et Shift A pour rajouter encore une fois un texte. Voilà. Ce que je vais faire, c'est passer en mode objet, en mode édition. Non, en mode objet, je vais faire Shift A, rajouter une courbe, comme tout à l'heure. Je vais l'agrandir en faisant S, la déplacer ici par exemple. Et en sélectionnant mon texte, je passe en mode édition. Je vais remonter sur, c'était pas géométrie, si c'était géométrie, voilà. Non, ce n'était pas géométrie, je suis désolé. C'était font. Voilà, c'était font. Et je vais recliquer sur Text on Curve. Et là, je vais sélectionner ma Bezier Curve qui est ici. Et donc mon texte qui s'est mis automatiquement sur la courbe que je vais prendre et mettre en dessous, voilà, pour qu'on puisse bien voir comment ça se fait. Voilà. Maintenant, je vais écrire le texte que je veux, n'importe quoi, hein, on écrit quelque chose même de très long. Je vais agrandir un tout petit peu ma courbe pour que ce soit plus visible. Enfin, mince, je voulais juste ça. Hop. Et je vais vous introduire quelque chose de très sympathique. Alors Blender, je vous l'ai dit dans ma première vidéo, et quelque chose. Alors en fait, j'ai un doute là, je suis pas sûr de vous l'avoir dit, mais bon, dans ce cas-là, je vous le dis maintenant. Blender a été créé dans cette nouvelle version de manière à ce que presque tout soit éditable, soit animable aussi. On n'est pas encore arrivé au stade de l'animation, je sais bien, mais quasiment tout est animable dans Blender. Et je vais vous faire découvrir un peu des facettes de l'animation dans cette partie. Donc je resélectionne mon texte, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc j'ai Text on Curve, j'ai choisi ma courbe. Donc mon texte suit la courbe que j'ai faite. Et où est-ce que c'était que ça? Vous avez donc dans le paragraphe les espacements entre les caractères, les espacements entre les mots et les espacements entre les différentes lignes que je vous ai faites. Et à côté, dans le décalage, vous avez la position du texte, comme je vous l'ai dit. Donc on peut déplacer le texte. Ben, moi, je me suis aperçu que si je déplace suivant l'axe des X, donc sur l'horizontale, mon texte, ben, à valeur négative, eh bien, lorsque mon texte suit une ligne, eh bien, il ne peut pas aller avant la courbe. C'est-à-dire qu'il commence au début de la courbe, mon texte commence à s'écrire au début de la courbe, et c'est tout, point barre. Mon texte commence au début de la courbe, et il ne peut pas commencer avant la courbe. Alors bien sûr, je pense qu'il peut commencer après, ça ne va pas être un problème. Si je vais... Voilà, mon texte peut commencer après la courbe, mais une fois de plus, voilà, il ne peut pas finir après la courbe. Et mon texte est forcé de rester sur cette courbe. On réduit tout pour que ça reste sur cette courbe. Et là où je veux en venir, c'est que je vais réduire tout mon texte de manière à ce que il soit à un seul et même point. Voilà. Donc à peu près à -8 par là. Et comme je vous ai dit, quasiment tout est animable dans Blender. Notamment les valeurs et les variables, que ce soit dans les propriétés de texte, ou que ce soit dans les matériaux, ou que ce soit dans même les modificateurs, hein, des fois vous avez des variables dans les modificateurs, tout est animable. Alors, une petite introduction rapide à l'animation, j'en ferai une bien plus longue et plus descriptive quand je ferai des vidéos sur l'animation. Dans Blender, la manière d'animer est très simple. Alors déjà, je vais rajouter la timeline, donc je fais clic droit quand j'ai les deux flèches. Non, pas là. Je vais faire clic droit ici. Split Area. Et là, je vais rajouter une nouvelle fenêtre. Je vais aller dans le menu ici des fenêtres. Et je vais cliquer sur Timeline. Donc voilà, je fais réapparaître ma timeline. Donc j'ai ma variable de temps. Donc là, on va voir le temps qui s'écoule. Et dans Blender, le temps s'écoule en images. D'ailleurs, c'est logique parce que une vidéo, c'est juste une séquence d'images très rapide qui défile devant nos yeux et qui nous donne l'illusion d'animation. Par défaut, Blender utilise un système de, alors je sais plus, voilà, c'est 24 frames par seconde. Une frame, c'est une image. Donc en une seconde, Blender, son système par défaut de réalisation de vidéo, c'est qu'il va condenser 25 images que vous avez faites, il va les défiler en une seule seconde. Et ça, je pense que c'est le quota de base qu'il faut pour avoir une animation assez fluide. Donc vous calculez facilement, là on est sur l'image 1, on va jusqu'à l'image 250 maximum, parce que c'est défini comme ça par défaut, et pour l'instant on est sur l'image 1.
C'est ce qui est marqué ici. Ensuite, vous avez les boutons de base qui permettent d'avancer, de reculer sur votre vidéo. Et les autres boutons, je ne vous les détaille pas pour l'instant, vous n'en avez pas besoin. Sur cette barre, on a une barre verte qui est ici, qui nous permet de voir où est-ce qu'on se situe dans la vidéo. Donc c'est l'image, la frame actuelle. Donc là, par exemple, on est sur le 63, c'est marqué ici, donc ça me montre la frame actuelle, sur une animation qui va de 1 à 250. Donc on va rester sur l'image 1, et donc Blender est très pratique. Tout ce qu'on a à faire pour lui faire une animation, c'est lui rentrer des clés de base en fait d'animation, et on va lui dire bon bah à cette image, voilà ce qui se passe, voilà comment doit être mon animation, comment doit être ma scène, et donc Blender va enregistrer les paramètres, puis on va changer les images, on va dire bon bah un peu plus tard, voilà comment doit être ma scène. Donc ma scène doit, entre cette image et cette image, doit évoluer de manière à ce que les contraintes que j'ai données à Blender soient respectées. C'est-à-dire que j'ai dit que à cette frame, donc à l'image 1 par exemple, la scène devait être comme ça, et plus tard, à cette image, la scène devait être comme ça. Ce sont les contraintes que j'ai données à Blender. Ensuite, à lui de se débrouiller pour que, entre les deux, Blender va créer l'animation pour que, le plus fluidement possible, à son goût, eh bien, l'animation se transforme pour respecter ces contraintes. Et ensuite, notre travail d'animateur sera de fluidifier tout ça et de rendre plus joli, parce que Blender n'a pas forcément le sens de l'esthétique dans certains cas, et donc à nous de voir, de trafiquer pour que ça convienne à nos goûts. Ça c'est vraiment le principe de base de l'animation. Et donc quand j'ai dit les contraintes qu'on donnait à Blender, ce sont les images clés. Du coup, là je veux qu'au début de mon animation, bah, tout mon texte soit regroupé en un point ici. Et pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait varier la variable. Oui, une variable, ça varie. X, voilà, je l'ai fait varier à moins 8,6 de 8. Et pour lui dire que c'est une image clé, je vais passer ma souris dessus, et je vais cliquer sur I. Et quand j'appuie sur I, j'ai la variable, là, voilà, qui a été passée en jaune. Et qui montre que oui, ben voilà, une clé a été rentrée à cet endroit-là. D'ailleurs, on voit que la barre verte d'animation a été mise en jaune aussi. Et si on se déplace dans l'animation, on voit que il y a un trait jaune qui reste à cet endroit-là et qui nous montre qu'il y a une clé d'animation qui a été affectée à cette image. Donc moi, je vais mettre, disons, en image 100 derrière, donc 4 secondes plus tard. Et oui, parce qu'on a fait on fait 25 images par seconde, enfin 24 images par seconde, donc à peu près 4 secondes plus tard. Eh bien, je vais dire que bon bah du coup, je veux plus que mon texte soit en un point, je veux qu'il se soit déroulé pour former mon texte pendant l'animation. Donc là, du coup, je vais refaire varier ma variable. Je vais dire que bon ben voilà, je veux que mon texte il fasse ça à peu près. Et voilà, là je suis à l'image 100. Mon texte, je veux aussi qu'il soit de cette manière-là. Donc je vais appuyer sur I et je vais dire bon ben voilà, à cette image, mon texte sera comme ça. Maintenant, bon ben je n'utilise que 100 images, 100 frames. Donc la fin de mon animation, je veux plus que ce soit 250, je veux que ce soit 100. Et donc je vais appuyer sur 100 ici. Je vais revenir en début d'animation. Donc je repasse à l'image 1. C'est dit ici. Et pour faire jouer mon animation, soit j'appuie sur play là, et donc je joue mon animation. Et voilà, j'ai mon texte qui se joue en boucle. Soit donc je fais échappe pour sortir de la boucle d'animation, soit il y a le raccourci Alt A qui me permet de... Ah oui, je suis en mode texte et en mode édition de texte, donc du coup j'écris avec ça. Donc je passe en mode objet. Et donc si je fais Alt A, c'est le raccourci qui fait jouer mon animation. Et là on voit l'animation qui se joue en boucle. Parce que dès qu'elle a atteint la frame 100, elle recommence à la frame 1. Et en haut à droite, vous avez le ratio d'images par seconde qui est en train de se produire. Oui, parce que des fois dans des animations que vous ferez plus complexes, si votre ordinateur n'est pas assez puissant pour jouer une animation en direct sous vos yeux dans Blender, eh bien l'animation peut ne pas se jouer à 24 ou 25 frames par seconde tel que ce sera en vidéo finale. Alors ne vous inquiétez pas, si c'est à 3 frames par seconde ou 5 frames par seconde, c'est très lent dans la prévisualisation. C'est écrit en rouge, dans ce cas-là, ils vous mettent FPS 2.5, enfin ils vous mettent voilà le nombre de frames que c'est par seconde. Et c'est juste pour la prévisualisation. Si vous allez faire un rendu de vidéo derrière, que vous allez créer votre vidéo, il sera à la bonne vitesse, vous inquiétez pas.
Mais tout ça, je l'expliquerai plus tard. Là, je suis vraiment en train de m'emporter sur l'animation. Je voulais juste vous montrer ce qu'on peut faire avec les leaders de texte. Et voilà, cet outil de texte sur curve. Donc, on crée juste une courbe et on a notre courbe, voilà, qui permet de faire une petite animation sympathique de notre texte. Donc voilà, j'appuie sur échappe pour quitter l'animation. D'ailleurs, je vais cliquer là-dessus sur la frame 100 pour être à l'image 100 et je vais faire Alt I. Comme ça, ils vont me demander si je veux retirer, supprimer mon image clé. Et ça ne l'a pas fait. Donc je vais faire Alt I encore une fois et je vais faire oui. Et ça ne me le fait toujours pas, je sais pas pourquoi. Et donc en fait, je vais juste supprimer mon texte, X. Supprimer ma courbe, X aussi. Et je vais donc enlever la barre de l'animation, la timeline, parce qu'on ne va plus en avoir besoin, et faire Shift A et rajouter un objet texte. Maintenant, donc, imaginons que ça y est, vous avez votre texte, et vous êtes très content de votre texte. Moi, en l'occurrence, je suis très fier de ce que j'ai fait. En l'occurrence, rien actuellement sur le texte. Et donc, je voudrais y appliquer des modificateurs. Mais alors là, comparé au précédent tutoriel où je vous ai montré la tonne de modificateurs qu'il pouvait y avoir, le choix est très restreint cette fois-ci. Bon, je sais, je ne vous ai pas montré beaucoup de modificateurs jusqu'à présent. Ça va venir, ne vous inquiétez pas, dans les prochains vidéos tutoriels. Mais quand même, pour quelqu'un qui connaît plus de modificateurs que ça, et qui voudrait en utiliser un en particulier, il n'y a pas grand choix. Là, actuellement, il y en a que très peu. Donc, comment faire? Les modificateurs, qu'est-ce qu'on en sait? Ça s'applique à des mèches, ça veut dire des maillages, des outils en maillage. Or là, le type de l'objet qu'on en a, c'est un type texte, et pas un type maillage. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut transformer ce type texte en type maillage. Et pas seulement pour les modificateurs, comme je viens de citer en exemple là à l'instant, mais quand vous êtes en mode édition, beaucoup des raccourcis clavier que vous connaissiez jusqu'à présent ne marchent pas. C'est-à-dire que si je veux sélectionner un sommet, déjà il n'y a pas de sommet. Il n'y a pas de sommet, il n'y a pas d'arête, il n'y a pas de face. Si je sélectionnais une partie du texte, je peux pas, parce que si je fais sur A pour tout sélectionner, ça écrit A, donc je peux rien faire. Et pareil avec tous les autres raccourcis clavier, ça marche pas. Donc, si je veux faire des modifications à ce texte, ça veut dire que je veux avoir la police de caractère Bfont de Blender, par défaut, elle me convient très bien, mais pour une création X ou Y, je voudrais que tel caractère, il soit un peu modifié. Par exemple, je veux extruder la barre du T, je veux qu'elle soit un peu plus basse. Donc j'aimerais bien sélectionner 2 points en bas, là, faire E, extrusion, et déplacer en bas. Mais ça, je peux pas. Donc en fait, pour ça, il me faudrait un texte en maillage. Et c'est ce que je vais vous montrer là en finale, pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer un objet de type texte en maillage. Pour ça, on va aller en bas là sur le bouton objet qui est ici. On a un long menu déroulant qui va apparaître, et on va aller sur Convert to. Et donc du coup, on va convertir en quoi? On va convertir en courbe à partir d'un maillage ou d'un texte. Non, en fait c'est pas ça qu'on va faire. On va convertir en maillage à partir d'une courbe, d'un méta, d'une surface, d'un texte. Ah oui, d'un texte. Donc du coup, on va convertir en maillage à partir d'un texte. Le raccourci clavier, c'est Alt-C. Donc on clique là-dessus, et rien n'a changé apparemment, sauf quand on tabule en mode édition. Voilà, on n'a plus de curseur pour écrire, on a un texte, avec des arêtes, enfin des sommets, des faces, et si je veux resélectionner mes 2 points ici, faire extrusion Z, j'ai fait extrusion, donc E, pardon, clic droit. Voilà, si je veux extruder mes 2 points vers le bas, je peux très facilement le faire. Et du coup, j'ai modifié mon T, tout en gardant la police Bfont de Blender par défaut. Voilà, ceci conclut cette vidéo tutoriel. Je risque d'en faire plus régulièrement maintenant, vu que je suis en vacances, des vidéos. Salut à tous, et à la prochaine. Ciao!